Effectivement, comme Clément l'évoquait, je produis beaucoup d'écrits. C'est pour ça que je dis que je suis prolifique. Je produis l'équivalent de 4 livres par an sur mon blog, que je mets en open source systématiquement. Donc je ne vends pas de contenu. J'interviens dans les entreprises, j'interviens dans des conférences, je fais de la formation, mais tout le contenu que je produis, je le donne. Et ça permet de diffuser une centaine de milliers de livres comme ça par an. Et ça sert à tout le monde, aux entrepreneurs, aux entreprises, aux jeunes, aux étudiants, voire aux adolescents dans certains cas de figure, quand ils peuvent se farcir certains de mes écrits. Et il se trouve qu'étant moi-même ingénieur de formation, j'ai un biais. À l'origine, j'ai fait du logiciel, ensuite j'ai fait du marketing, et puis une douzaine d'années, je fais du consulting, j'aide les grandes entreprises et les PME et les écosystèmes d'innovation à appréhender justement toutes les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Et depuis 3-4 ans, je suis assez sensibilisé à cette notion de deep tech, que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est un terme qui n'est pas très utilisé en France. C'est une appellation qui a vu le jour il y a à peu près 4 ans aux États-Unis, qui recouvre en fait les technologies de pointe, en gros, qui sont utilisées notamment par les startups, mais aussi par les grandes entreprises. Et ça correspond à une forme de mythologie très orientée Silicon Valley, qui consiste à essayer de s'inspirer de la science-fiction pour faire des choses qui paraissent délirantes aujourd'hui, mais qui un jour deviendront courantes. Ça couvre aussi bien le monde des transports, le monde de la santé, la robotique, l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, il est important dans l'écosystème français de l'innovation, notamment au niveau des startups, on se pose la question d'investir dans ce domaine-là. On se pose la question, par ailleurs, de capitaliser sur tout le savoir-faire qu'on a chez nos ingénieurs et nos chercheurs. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi il est important de se poser la question des deep tech, quelles sont les caractéristiques spécifiques des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, et je vais essayer de vous faire rêver avec quelques domaines d'application qui couvrent les deep tech. Alors, d'abord, pourquoi ? Première raison de s'intéresser aux deep tech, il se trouve que les deep tech ont la capacité potentielle d'améliorer radicalement la vie des gens. L'exemple le plus simple, c'est les biotech. Les biotech et les medtech, donc qui sont les deux grandes branches du monde de la santé et qui sont technologiques, peuvent changer la vie des gens. Si vous mettez en place des systèmes qui permettent à des patients de mieux se suivre avec des maladies chroniques chez eux, ça va améliorer leur vie. Si vous inventez des nouvelles thérapies géniques contre certains types de cancers, vous augmentez la durée de la vie, ce qui change radicalement la vie des gens. Donc il y a tout un tas de progrès qui peuvent être réalisés, qui nécessitent beaucoup d'investissements scientifiques. Premier point. Pareil pour les transports. Si on déploie dans 15 ans ou 20 ans des véhicules autonomes, on gagnera du temps dans notre vie, on aura une qualité de vie qui sera meilleure, on s'en vraiment des embouteillages, parce qu'on pourra travailler dans les véhicules, on aura donc une meilleure qualité de vie. Donc il y a beaucoup de technologies de pointe qui peuvent changer la vie radicalement. Alors parfois elles ont aussi un côté obscur, font toujours un petit peu peur, mais j'essaye de voir le côté positif de ces technologies. Deuxième raison, elles valorisent le savoir-faire dans la recherche et de nos ingénieurs. Il faut savoir que régulièrement, quand le gouvernement produit des rapports, ou la puissance publique produit des rapports sur les stratégies industrielles, ça a été le cas avec le rapport de Cédric Villani en mars dernier, on dit ouais, on a des chercheurs, on est excellent. Bon, dans la réalité, les autres pays ont aussi des chercheurs. Les autres pays ont aussi des ingénieurs. Ce qui compte dans un pays, pour qu'il soit innovant, c'est qu'il soit capable d'exploiter le talent de ses ingénieurs et le talent de ses scientifiques. Et ça, c'est compliqué. Mais dans tous les pays, il y a des talents. Ce qui compte, c'est de savoir prendre ce qu'ils font, savoir récupérer leur propriété intellectuelle, récupérer leurs inventions, récupérer leur savoir-faire pour l'intégrer dans des solutions, dans des produits, dans des technologies qui après vont attaquer le marché. Et la compétence dont on a besoin dans un pays innovant dans les deep tech, c'est la croisée des chemins entre le monde scientifique, le monde de l'ingénieur, et le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la vente, le monde du marketing. Et il faut les deux à la fois. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, il faut mélanger les deux. Troisième point, la caractéristique des deep tech, c'est qu'elles ont un potentiel de capacité à monter en échelle. J'essaie d'éviter les franglais, donc la scalabilité, comme on dit en français. Donc la capacité à générer des économies de volume. Je vais vous donner des exemples. Vous prenez par exemple des sociétés qui font des semi-conducteurs, qui sont notamment dans la région de Rhône-Alpes, côté Grenoble, des semi-conducteurs qui s'intègrent dans les smartphones et peuvent être vendus des centaines de millions d'exemplaires. Donc ça génère de grosses économies d'échelle. Alors pour l'instant, c'est plutôt le fait de sociétés comme ST Micro, qui est la boîte française franco-italienne qui travaille dans ce domaine-là, mais il peut y avoir des sous-traitants de ST, il peut y avoir des boîtes indépendantes qui créent des composants, comme Sequence, qui est spécialisée dans les communications et dans la 4G et bientôt dans la 5G,
qui sont capables d'approcher des marchés de volume. Ça devient des sous-traitants en volume de gros fabricants d'électronique grand public, voire d'électronique pour le monde professionnel. Donc les deep tech en général, comme elles sont à même de répondre à des besoins qui sont assez homogènes au niveau du marché mondial, elles ont cette capacité à générer des marchés de volume. Quatrième point, en moyenne, quand on fait des deep tech, on a de meilleures barrières à l'entrée. On est plus difficile à copier si on a des brevets, si on a un savoir-faire industriel, si on a un savoir-faire scientifique et technique. On peut, en général, le protéger plus facilement que si on est juste dans l'économie des services. C'est pas garanti, hein. On peut se faire piquer ses idées, on peut se faire piquer ses brevets, les Chinois peuvent copier pas mal de choses, mais il est important d'ailleurs quand on crée une solution qui intègre beaucoup de technologies, de lui conserver un petit côté magique. La magie dans la technologie, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Et c'est donc difficile à imiter. Et il se trouve que quand on veut protéger sa propriété industrielle, souvent on peut combiner des brevets, mais quand on publie des brevets, en fait ça ouvre la compétence et le savoir-faire sur ce qui est dans le brevet, mais après on peut le commercialiser. Et on peut à côté protéger une partie de son savoir-faire parce qu'on appelle le secret industriel, quand on peut cacher dans une boîte noire ce qu'on a fait. Alors un exemple de manière assez simple de protéger par le secret industriel sa deep tech, c'est quand on fait du logiciel qui tourne dans le cloud. Parce qu'un logiciel qui tourne dans le cloud, il tourne sur vos serveurs. Il ne tourne pas sur des machines des clients. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur vos serveurs. Les clients à l'extérieur ne vont voir que la fonction, mais ils ne verront pas comment c'est fait. Et donc vous pourrez très bien protéger votre savoir-faire logiciel par ce biais-là. Et puis dernier point, une des caractéristiques finalement dont on parle souvent en France au niveau de l'écosystème d'innovation, c'est de relier les startups et les innovateurs avec les grandes entreprises établies. Alors, il y en a une, paraît-il ici, qui est friand de technologie, c'est évidemment Michelin, mais l'ensemble des grandes entreprises françaises peuvent jouer le rôle d'effet de levier pour diffuser des technologies, mais qui viennent de laboratoires de recherche, qui viennent de startups, qui viennent de PME innovantes, parce qu'ils peuvent jouer le rôle de canal de distribution ou même de produits qui intègrent de manière enfouie des technologies qui viennent des startups. Donc voilà les raisons fondamentales pour lesquelles il est intéressant de se poser la question des deep tech dans un écosystème d'innovation. Alors je vais essayer de vous les positionner maintenant d'un point de vue de la typologie. Ce que j'appelle les low-tech, en gros, c'est un mélange d'activités traditionnelles, quel que soit le domaine, hein, dans le monde physique ou même dans le monde immatériel. Genre, vous êtes par exemple une société de développement de sites web pour des PME. C'est pas la deep tech. Vous développez en PHP ou avec des CMS des sites web pour les PME, vous faites du service, il n'y a pas beaucoup d'économie d'échelle, ça repose sur une économie locale, ça marche très bien, c'est utile pour la société. Mais ça, c'est pas de la deep tech. Vous êtes dans l'artisanat, en général, l'artisanat est relativement peu lié à la deep tech, même si certains artisans, parfois, sont très innovants dans la capacité à intégrer des technologies de pointe. Après, on va trouver, si ça clique, les technologies, je dirais, de commodité. Donc, le monde de l'intermédiation, on en parle beaucoup depuis 3-4 ans, hein, on appelait ça l'ubérisation, quand Maurice Lévy a inventé cette expression en décembre 2014. Vous avez les logiciels d'entreprise en général, vous avez, je dirais, l'ensemble des transports traditionnels, le monde de la santé traditionnelle, on appelle la santé 1.0, tout ça c'est la technologie traditionnelle. Alors maintenant on va passer à l'étape d'après et je vais lister quelques exemples de deep tech et puis après je vous expliquerai ce que sont les hard tech. Parce qu'il y a deep tech et hard tech dans le jargon américain. Alors les deep tech, ça va couvrir tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Je rajoute l'informatique quantique, les batteries du futur. C'est un vrai sujet, ça. Si vous êtes dans un laboratoire, vous travaillez sur la physique des matériaux ou la chimie, être capable d'inventer une batterie qui serait à même d'avoir une meilleure densité énergétique que les batteries d'aujourd'hui et qui serait capable d'être chargée beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui, avec ça, vous traitez un problème mondial qui concerne les drones, les véhicules électriques, le stockage de l'énergie dans les foyers et qui a un lien indirect avec la production d'énergie renouvelable. Donc c'est un exemple typique de science dont on a besoin pour développer des technologies. Les space tech. Alors les space tech, vous avez aussi bien des sociétés qui ont des petits satellites, il y a des picosatellites. L'année dernière, je m'étais beaucoup intéressé à la notion d'astronomie et d'entrepreneuriat. Et j'avais découvert aux États-Unis des startups qui défient l'entendement par rapport à nos repères à nous en France. J'ai trouvé une start-up, par exemple, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais qui avait décidé de créer un business plan en disant, voilà, je vais récolter de l'eau dans les astéroïdes. Pas mal comme business plan. Alors c'est assez deep tech parce qu'il faut aller la choper, l'eau dans les astéroïdes. Il faut envoyer des satellites, il faut y aller. Et puis l'eau, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc dans le business plan, l'eau, elle n'était pas faite pour être ramenée sur Terre, elle était censée être traitée pour être transformée par électrolyse en hydrogène, en oxygène liquide, pour alimenter des vaisseaux spatiaux, pour aller encore plus loin que la ceinture des astéroïdes. Donc envoyer des boîtes comme ça, qui lèvent 10 ou 20 millions de dollars aux États-Unis, vous dites quand même, c'est chaud, quoi. Et en fait, ce genre de boîte-là, ils ne s'embêtent pas, ils rêvent à voix haute, comme Elon Musk qui va aller sur Mars dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais très souvent, ils ont un modèle économique qui est assez basique. Ils rêvent très loin, mais entre-temps, ils font de la recherche en mode projet pour la NASA, pour le complexe militaro-industriel américain, et ils vivent en mode projet en attendant de faire ce qu'ils ont envie de faire au niveau du rêve. Alors, ce qu'on appelle les hard tech, dans le jargon américain, c'est les deep tech poussés au plus extrême de l'incertitude scientifique. Par exemple, les sociétés qui travaillent sur l'informatique quantique sont aujourd'hui face à une espèce de mur de complexité scientifique qui n'est pas encore franchi, qui rend le sujet très difficile. Aller sur Mars, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas résister aux rayons cosmiques pour protéger les astronautes, par exemple. C'est un sujet compliqué qu'on n'a pas résolu. C'est difficile d'y aller et de revenir. Voilà le genre de problème technique qui est extrêmement complexe à résoudre et qui fait partie de ce qu'on appelle les hard tech. Donc les deep tech, c'est un peu entre les deux. Les deep tech, c'est tous les sujets que j'ai mis là, qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler le domaine du possible, scientifiquement et technologiquement, mais qui sont compliqués à mettre en œuvre, typiquement dans le cas du véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est pas quelque chose qui relève de la science-fiction. On en voit, il y en a qui sont en démonstration, ça fonctionne plus ou moins bien, on sait qu'il y aura un certain temps de mise au point, mais la complexité de la mise au point, elle est à la fois scientifique, technologique, mais elle est aussi réglementaire, elle est aussi dans la manière dont on fait interagir les véhicules autonomes avec les véhicules non autonomes et avec l'homme, mais finalement, il n'y a pas tant d'obstacles technologiques que ça, comme pour aller sur Mars. Donc voilà le portrait robot de ces solutions. Alors, quelques technologies qui me semblent clés et qui affectent un grand nombre des startups d'aujourd'hui qui créent des objets connectés ou qui sont dans ce monde-là, ben ça va être l'intelligence artificielle qui est maintenant mise à toutes les sources et qui intéresse quasiment tout le monde, même les PME commencent à l'utiliser sans même le savoir, les composants électroniques, les capteurs, on en a vu avec Essities qui en utilise pour sa solution, les capteurs dont d'ailleurs dont certains sont eux-mêmes à la limite du possible. Typiquement, pour faire tourner un véhicule autonome correctement, il faut des capteurs qui soient pas chers et qui soient capables de comprendre tout ce qu'il y a en 3 dimensions autour des véhicules. Il y a au moins une vingtaine de boîtes qui font ça dans le monde. C'est compliqué. Il faut des lasers qui tournent, il faut des logiciels qui interprètent le signal qui vient des lasers. Et l'ensemble logiciel et matériel et capteurs est très complexe à mettre en œuvre. Et il y a encore une opportunité pour des entreprises de le faire bien et surtout de le faire pas cher. Parce que les premiers systèmes de lidar qui sont apparus il y a une dizaine d'années, ils valent encore des milliers de dollars. Or, si vous voulez démocratiser le véhicule autonome ou le véhicule à conduite assistée, il faut que ça coûte quelques centaines de dollars. Donc l'enjeu, il est à la fois technologique et il est aussi économique pour que la technologie se répande au plus large. Des questions se posent au niveau du stockage. Les data centers aujourd'hui croulent sur les données et donc sans arrêt on est obligé d'améliorer les capacités de stockage des data centers pour capter toutes ces données qui viennent notamment des objets connectés mais qui viennent de votre vie de tous les jours, vos photos sur Instagram ou vos vidéos sur Periscope ou sur Facebook. La blockchain fait partie des deep tech. Pourquoi? Parce que la blockchain, moi j'ai une bonne définition pour justifier que ça fait partie des deep tech, c'est que personne ne comprend quand ça marche. En moyenne. C'est compliqué de s'y mettre, c'est compliqué de comprendre le fonctionnement, c'est compliqué de développer avec, c'est compliqué de comprendre les contraintes de sécurité que ça pose, les contraintes de coût, de mining, etc. Et donc, il y a une vraie barrière à l'entrée technologique pour que les sociétés puissent se l'approprier. Alors, il y aura, comme d'habitude dans les nouvelles technologies, d'abord des entreprises de services, puis des startups qui vont s'y approprier, qui vont créer des solutions de bout en bout qui vont être exploitées par les entreprises de toute taille, et ces dernières-là n'auront pas besoin de savoir comment ça fonctionne dans le détail. Mais elles auront quand même besoin de savoir à quoi ça sert. Quand même. Ensuite, vous avez toutes les questions qui se posent en termes de cybersécurité. Le monde est de plus en plus connecté. Un exemple typique de besoin extrêmement critique en termes de sécurité, c'est la sécurité des objets connectés. Quand vous mettez des caméras de surveillance dans les entreprises ou dans les foyers, quand vous mettez des capteurs partout dans la maison, bien, il est important que ces capteurs ne soient pas hackés par des pirates ou par des personnes mal intentionnées, voire même hackés par des entreprises qui ont pignon sur rue, qui voudraient tout savoir sur vous. Donc il est très important qu'il y ait des solutions dans ce domaine-là. Or, là aussi, il y a des startups, il y a des innovateurs qui créent des solutions. La 5G, c'est la révolution qui se prépare dans le monde des télécommunications, et là aussi, il y aura plein d'entreprises qui vont se créer et qui vont utiliser les technologies qui vont en découler. Et les batteries que j'ai déjà citées.
Alors, je rêve à voix haute en mettant en avant les deep tech. Si on observe l'écosystème entrepreneurial français, il y a à peine 15 à 20% des startups qui peuvent revendiquer le statut de deep tech. La plupart ne sont pas dans ce périmètre-là. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Les deep tech ont des bénéfices que j'évoquais tout à l'heure, mais bon, c'est pas la panacée non plus. C'est difficile de créer une deep tech. Alors, premier point, les cycles sont beaucoup plus longs. Notamment quand on est vraiment à la frontière des deep tech et des hard tech. C'est-à-dire que quand on veut créer une solution qui est à la limite du savoir-faire technologique ou du savoir-faire scientifique, ça prend du temps. Quand vous voulez créer une thérapie cancéreuse en immunothérapie ciblée, c'est clair que ça prend du temps. En général, les tests cliniques durent 10 à 15 ans, et au bout des tests cliniques de 10 à 15 ans, on n'est même pas sûr que ça marche. Et d'ailleurs, il y a 40% des thérapies cancéreuses qui échouent en phase 3 de tests cliniques. C'est-à-dire à la dernière étape des tests sur des patients, 40% des tests se plantent en cancérologie. Donc le risque est énorme dans certaines deep tech. Et probablement, c'est dans le domaine de la santé que le risque est le plus élevé. Le deuxième sujet, c'est les équipes. Si vous voulez réussir à créer une entreprise dans ce domaine-là, ou même dans une entreprise établie à avancer dans les deep tech, il faut être capable de rassembler des talents qui sont extrêmement divers. Il faut rassembler des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs qui sont capables de prendre la recherche et d'en faire des produits, et de les packager. Il faut évidemment du business, du marketing, de la communication, et il faut que tout ce monde-là se parle. Parfois, il faut des juristes aussi. Donc, il faut assembler un spectre extrêmement large de compétences, qui est un petit peu plus large que les entreprises traditionnelles. Ensuite, les investissements peuvent être plus lourds. En tout cas, ils sont étalés dans le temps sur une période qui peut être plus longue, si on est vraiment dans un domaine, notamment avec du matériel. Dans le logiciel, on peut aller un peu plus vite, mais dans le domaine du matériel, c'est plus long. Donc, les investissements peuvent être un peu plus lourds, et donc ça rend plus difficile la levée de fonds, le financement de la start-up, et c'est clair. Et une des caractéristiques, en dernier lieu, des deep tech, c'est que très souvent, en mettant de côté peut-être la partie intelligence artificielle, la quasi-totalité des deep tech sont des sociétés qui associent du matériel et du logiciel. Il est assez rare qu'il y ait que l'un ou que l'autre. Tous les exemples que j'ai donnés avant, le transport autonome, les capteurs, la 5G, même dans pas mal de cas de figure l'intelligence artificielle, quand on a lié à la robotique, à chaque fois, il y a du hard, il y a du soft. Et donc ça veut dire que là aussi, il faut des compétences assez larges. Typiquement, quand on crée des robots, ce que pas mal de startups françaises essayent de faire, comme Bluefrog Robotique, il faut être à la fois bon dans les capacités à créer une infrastructure logicielle sur laquelle on va pouvoir développer des solutions métiers spécifiques pour les besoins des clients. Et à côté de ça, il faut maîtriser la batterie, les moteurs, toute la quincaillerie mécanique qu'il y a dans le robot. Donc ça veut dire un spectre de compétences qui est extrêmement large. Le risque donc des startups dites deep tech, il a une caractéristique, c'est qu'il est assez équilibré entre le risque scientifique et technologique que j'ai mis à gauche en vert et le risque qu'on pourrait qualifier de marché, donc c'est-à-dire la capacité à vendre la solution à des clients et que ça intéresse les clients. Alors que quand on est dans une entreprise plus traditionnelle, on va se battre sur le prix, on va se battre sur la proximité, on va se battre sur la qualité de service, et donc le risque technologique va être faible en général, et là le risque marché va être très élevé. Et quand on est tout en haut avec un risque scientifique total, en général c'est la recherche publique. Il y a un peu de recherche privée dans les sciences, mais dans tous les pays du monde, y compris dans les pays ultra-libéraux comme les États-Unis, une grosse partie de la recherche fondamentale est financée par les deniers publics. Alors, la grosse différence entre la recherche publique en France et la recherche publique aux États-Unis, c'est qu'en France, l'État finance des organismes publics comme le CNRS, l'INRIA, l'INRA, l'INSERM. Aux États-Unis, il y a tout un tas d'agences fédérales qui récupèrent de l'argent public et qui financent de la recherche privée. Mais c'est quand même des deniers publics qui sont investis sur le long terme. Donc dans les deux cas de figure, c'est de l'argent qui est investi pour le long terme. Et il est très important dans un pays moderne, donc tous les pays occidentaux, la Corée, le Japon, la Chine maintenant, que l'investissement soit tourné vers le futur. Alors il se trouve que ça se manifeste aussi dans les investissements des investisseurs. J'ai récupéré ces deux schémas qui viennent d'une étude qui analyse les investissements en Europe. J'ai même pas pris les États-Unis, juste en Europe. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2015, on a assisté à une décrue des investissements dans les startups que je qualifierais traditionnelles, plutôt dans l'économie d'intermédiation. Et on voit qu'au contraire, depuis 2015, il y a une croissance des investissements dans les deep tech, qui intègrent les fintech en haut, qui intègrent dans les catégories, alors je ne sais plus comment c'est, j'ai oublié les noms des catégories qui sont là, et en gros qui intègrent, si c'est indiqué ici, fintech, santé et deep tech. Donc on voit que toutes ces catégories-là sont en croissance, et donc c'est le moment d'y aller. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 3 ans,
En janvier 2015, donc exactement ici, BPI France, qui avait déjà 2 ans d'ancienneté, avait décidé de communiquer en France sur le fait qu'il était intéressant d'investir sur les startups plutôt de services. Et c'est assez marrant parce que ça arrive souvent à la France, c'est d'être ce qu'on appelle en économie contracyclique. C'est-à-dire de dire à mon avis il faut aller quelque part, alors qu'en fait il est déjà trop tard par rapport à du marché, alors qu'il faut se poser la question de la prochaine vague. Donc moi je suis là en train de dire regardez la vague qui est en train de monter plutôt que celle qui est en train de descendre. Au moins en termes de grandes poches d'investissement à l'échelle européenne. La French Tech a commandité ce document qui est en anglais, qui a été réalisé par une boîte de conseil qui s'appelle Wavestone, qui explique que la France est en gros le roi du pétrole des deep tech en Europe. Bon, évidemment, c'était commandité par la French Tech. Il est logique que le résultat corresponde à ce qui a été souhaité. Mais bon, il se trouve que quand on analyse en détail le tissu économique des startups en Europe, la France n'a pas à rougir de ses collègues européens. En même temps, on est une des 3 plus grosses économies européennes en intégrant les Anglais qui bientôt en font plus partie. Donc c'est normal qu'on soit dans les premiers. On est ou premier ou second. Et il se trouve qu'en France, on est plutôt bon dans les composants, on est plutôt bon dans la robotique, on est plutôt bon dans l'IA, on n'est pas mauvais dans la santé. Et les Allemands qui nous concurrencent, disons, dans les grands Européens, eux, ils sont très bons dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire en gros toute l'automatisation et la robotisation du manufacturing, de la production. Donc on est complémentaires, on fait des choses relativement différentes du point de vue industriel. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de manière de rêver. Aux États-Unis, les deep tech, elles sont souvent imaginées par des chercheurs ou par des entrepreneurs qui sont inspirés de la science-fiction. Et un grand nombre des technologies qu'on utilise aujourd'hui viennent de la science-fiction. Et j'adore, comme d'autres, remettre ça en avant. Alors ça ne veut pas dire que tout ce que vous voyez dans la science-fiction est réalisable. Je me suis intéressé, en écrivant le rapport du CS 2018, à la téléportation. C'est compliqué. C'est pas pour tout de suite. Par contre, il y a des choses qui relèvent de Star Trek qui sont possibles. Le communicateur, qui était l'instrument de communication, qui traduisait d'ailleurs le Klingon en anglais, c'est ce que fait Siri ou Cortana aujourd'hui dans les téléphones. Il faut savoir que le premier téléphone mobile de Motorola, il a été conceptualisé par un ingénieur américain qui s'appelle Martin Cooper, qui a explicitement raconté qu'il s'était inspiré de Star Trek. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avec un gap qui est très faible. C'est 72-73, donc c'est moins de 10 ans après la série télé. Donc vous voyez, 10 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle d'un gamin aujourd'hui qui voit une série télé à 10 ans, à 20 ans il devient étudiant, à 25 ans il est entrepreneur, 15 ans. Donc pourquoi pas? Le laps de temps est assez court. Et après, on a eu carrément les téléphones à clapet qui ont imité le clapet du Star Trek communicateur. Alors il y a eu un autre exemple qui lui n'a pas encore abouti, mais qui me fascine, c'est une technologie qu'on appelle le tricorder. Je ne sais pas si vous connaissez le tricorder. Le tricorder, c'est l'outil du docteur McCoy dans Star Trek et qui permet de scanner une personne quand elle est malade et de la guérir. Alors c'est magique, hein, ça fait tout, etc. Eh bien, il faut savoir que Qualcomm, qui est le numéro 1 des processeurs mobiles aux États-Unis, ils ont lancé il y a 6 ans un concours de tricorder. Vous allez dire, qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Et donc en fait, ils ont créé un cahier des charges qui était en gros un tricorder 1.0 qui contenait la capacité à tester une vingtaine de paramètres sanguins et de santé courants, alors la tension, le pouls, etc. Et ils ont dit, faites-moi une machine qui fait ça. Et ils ont eu 305 sociétés qui ont répondu. Il y a eu 10 finalistes, dont un a été sélectionné l'année dernière. Et le finaliste, bon, il n'a pas fait quelque chose de super extraordinaire, mais il a fait avancer l'état de l'art. Et on se dirige vers des sociétés qui essayent, par exemple, de capter, avec une goutte de sang, tous les paramètres sanguins à la maison. Alors, il y a une boîte qui a fait parler d'elle aux États-Unis qui s'appelle Theranos, qui a été une escroquerie et dont la fondatrice est maintenant sur le point d'aller en prison, parce qu'elle a survendu la capacité à le faire, mais ça reste un vrai domaine de recherche sérieux. Et il y a même une entreprise française qui s'était lancée là-dedans, mais qui malheureusement a fermé la porte en juillet dernier. Donc il y a une opportunité de créer des choses intéressantes dans ce domaine-là, qui relèvent de la science-fiction et qui peuvent bientôt relever du réel. Alors dans la lignée de Star Trek, sans forcément faire de la téléportation, vous allez avoir, dans les 10 ans qui viennent, une nouvelle révolution des télécoms qui va arriver. Et à chaque fois que vous avez une révolution qui vient du numérique, que ce soit la loi de Moore qui double la puissance des processeurs, que ce soit l'augmentation de la vitesse des télécoms, que ce soit l'augmentation de la puissance de stockage ou de calcul, à chaque fois, les innovateurs de tout poil, de tout secteur d'activité, eh bien, à charge pour eux d'inventer des solutions qui vont l'exploiter. Alors parfois, il faut être créatif.
Il faut savoir par exemple que dans la 5G, on sera capable, dans un peu moins de 10 ans, d'avoir 10 gigabits par seconde en mobilité. Alors, pas dans tous les cas de figure, évidemment, c'est une vitesse théorique maximale, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura au minimum 100 mégabits par seconde en mobilité, y compris à 500 km/h. C'est dans les specs, c'est ce que je dis ici. Donc, on aura cette capacité. Alors, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, réfléchissons. Que peuvent faire les médecins avec ça? Comment peut-on faire de l'imagerie médicale à distance? Comment peut-on faire en sorte que les véhicules autonomes se coordonnent entre eux? Etc. etc. Peut-être qu'on aura de la vidéo très haute résolution qui fera que notre Skype marchera vraiment bien alors qu'aujourd'hui il ne marche pas bien. On peut imaginer plein de choses en fait. Et donc à charge pour les entrepreneurs, sans forcément être eux-mêmes des boîtes de type tech, d'être capables d'exploiter ces technologies-là pour inventer des services qui n'existent pas et auxquels on ne rêve même pas forcément. Mais en même temps d'être capable de répondre à des vrais besoins de vrais consommateurs ou de vraies entreprises. Donc ça, c'est un truc qui se prépare, qui va mobiliser les opérateurs télécoms, qui mobilise déjà les équipementiers. Alors avec une vitesse qui est plus ou moins variable selon les pays. En France, il n'y a pas une grande excitation sur le sujet, comme d'habitude, on n'est pas les plus excités. Mais en Corée, au Japon, aux États-Unis, c'est une véritable foire d'empoigne. Les Chinois ont décidé d'être les meilleurs du monde dans ce domaine-là. Ils veulent déployer en premier des réseaux 5G. Ils ont deux équipementiers qui sont en train de devenir les leaders mondiaux, qui sont Huawei et ZTE. Donc la bataille, elle est sérieuse. Nous, en France, on a Alcatel qui fait partie de Nokia maintenant, qui contribue à l'évolution technologique de la 5G. Et donc, il y aura probablement des startups européennes, des startups françaises qui vont exploiter ça pour créer de nouveaux services. Deuxième catégorie, c'est l'IA. Alors l'IA, évidemment, c'est la méta deep tech. Tout le monde fait l'IA maintenant, enfin tout le monde, j'exagère peut-être un peu. Mais en gros, l'IA est accessible au plus grand nombre. Et il y a de plus en plus de startups qui proposent des solutions dans tout un tas de domaines, que ce soit pour analyser les données, pour faire des chatbots, comme Oupla qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des startups dans le monde de la robotique, il y a des startups dans le monde des transports, dans le monde de la santé. En fait, quasiment tous les domaines d'activité, horizontaux et verticaux, sont touchés par l'IA. Alors au départ, dans la science-fiction, il y a évidemment HAL de 2001 de lycée d'espace qui fait peur parce que c'est le robot qui contrôle l'homme. Il y a Jarvis, donc il est un peu plus sympa, mais bon, c'est quand même militaire. Et puis vous avez Heur, qui fait fantasmer sur la fin de l'humanité, parce que finalement on remplace l'amour d'une femme par l'amour pour un truc virtuel qui n'existe pas. Donc ça c'est la science-fiction. Enfin dans la pratique aujourd'hui, l'IA c'est quelque chose de très basique. Ce sont des technologies qui marchent ou qui ne marchent pas. Et je me suis amusé à faire ce schéma que j'utilise assez souvent, qui est un schéma qui permet de remettre les pendules à l'heure, poser les choses. À savoir que l'IA aujourd'hui, c'est un ensemble de briques techniques assez diverses, c'est une grosse boîte à outils. Dans certains cas de figure, le monde du logiciel et de l'IA nous dépasse déjà. Et puis dans d'autres cas, on est encore pas trop mauvais. Et ça s'améliore régulièrement, mais tout ce qui fait notre humanité, ne serait-ce que la partie biologique de notre corps, de nos capteurs, de notre interaction avec l'environnement, reste une spécificité qu'on va garder assez longtemps. Rassurez-vous. Alors, il y a des domaines où, depuis très longtemps, nous sommes déjà dépassés par les machines. Qui a déjà utilisé une règle à calculer dans le passé? Personne? Vous êtes tous jeunes, assis, il y en a là-bas, voilà. Qui a utilisé des calculatrices dans les années 70-80 pour faire ses études? Voilà. Qui a découvert le tableur en 79 à 83? Voilà. À l'époque, d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, j'ai été étonné. On ne disait pas que les experts comptables allaient tous mourir. Et il y en a autant aujourd'hui qu'il y en avait il y a 35 ans. Et pourtant, le tableur, c'est une merveille. Ça calcule les lignes et colonnes instantanément. Alors, par contre, quand on se trompe dans les formules, on ne voit pas tout de suite. Il faut un peu de bon sens pour comprendre que les données n'ont pas les bons ordres de grandeur. La mémoire, nous sommes battus depuis très longtemps par l'ordinateur. Vous savez quelle est votre mémoire? Votre mémoire verbale, j'ai fait le calcul, de manière un peu empirique, j'ai découvert que notre mémoire verbale, c'est 1 gigaoctet dans le meilleur des cas. 1 gigaoctet, c'est une petite clé USB de rien du tout. C'est rien du tout. Ben oui, c'est ce que vous lisez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous entendez. C'est la mémoire verbale à laquelle vous êtes exposé dans toute votre vie, c'est 1 gigaoctet. C'est pas beaucoup. Hein. Alors évidemment, quand vous avez IBM qui, avec Watson, vous met Jeopardy, joue à Jeopardy face à des joueurs humains, et que dans la mémoire de l'ordinateur, on est 4 téraoctets Wikipédia, il est normal que l'homme soit battu. Surtout quand l'homme n'a pas le droit d'aller regarder Wikipédia sur un smartphone. Donc en fait, c'est trop injuste, effectivement. Par contre, si la mémoire de l'ordinateur est mise à disposition de l'homme, de l'étudiant, du cadre,
Bien là, à charge pour l'homme de l'utiliser et d'étendre sa mémoire avec la mémoire de l'ordinateur. C'est ce que Michel Serres appelle, de manière assez imagée, la notion d'exodarwinisme. Il considère que le darwinisme a fait évoluer les espèces vivantes. L'exodarwinisme, c'est le darwinisme piloté par l'homme qui externalise des fonctions, d'abord de la force, puis des fonctions dites intellectuelles, mais à charge pour nous d'exploiter ces fonctions-là avec ce qui nous reste de cerveau quand même. Ce qui est dur, c'est quand on externalise tout et on ne garde rien. Ce qui arrive dans certains usages dans le numérique, où on s'abêtit un petit peu avec certains types d'usages. Par contre, si on utilise le numérique pour continuer à apprendre, pour continuer à créer, là, on reste productif et on utilise les outils correctement. La vision, c'est un domaine où l'IA est à peu près à notre niveau. Il faut savoir que des systèmes de vision artificielle, typiquement en imagerie médicale, peuvent être au niveau des spécialistes aujourd'hui. Alors pourquoi l'IA est au niveau des spécialistes? Tout simplement parce que les systèmes d'imagerie médicale ont été alimentés par l'expertise de tous les spécialistes. Donc il est normal qu'à un moment donné, la totalité de l'expertise de tous les spécialistes d'un domaine soit meilleure que l'expertise d'une seule personne. C'est logique. Ça relève uniquement de la reconnaissance de forme sur des images, mais c'est tout à fait logique. C'est pas l'IA qui est meilleure que l'homme, c'est tous les hommes meilleurs qu'un seul homme, dans la pratique, avec un intermédiaire qui est l'IA, qui sont les systèmes de reconnaissance d'images. Alors il y a des domaines où c'est plus délicat, la conduite, notamment en environnement hétérogène, c'est pas encore ça. Le raisonnement général, le raisonnement spécialisé, il y a du boulot, les systèmes experts ont connu de belles années dans les années 80, mais maintenant on en parle beaucoup moins. C'est difficile de gérer du raisonnement spécialisé, même s'il y a quelques applications spécifiques dans le domaine de l'industrie, dans la détection des fraudes, dans la banque, mais on n'y est pas encore. Par contre, il y a tout un tas de choses où alors là, l'ordinateur est dépassé. Si vous arrivez à dialoguer plus de 3 phrases de suite avec un chatbot ou avec un agent comme Google Assistant, qui existe maintenant en France, en français, ou l'équivalent d'Amazon, avec Amazon Alexa, Amazon Echo, vous êtes très fort. En général, il n'est pas capable de préserver une discussion un certain temps. Par contre, si vous lui demandez de réserver un avion, de réserver un hôtel ou de choisir une musique, c'est transactionnel, il arrivera à le faire. Mais vous n'allez pas discuter philo et il ne va pas forcément remplacer la discussion avec une vraie personne. Donc tout ce qui est lié en fait au langage, tout ce qui est lié au raisonnement, tout ce qui est lié aussi aux émotions, au fait d'avoir des émotions qui ont une origine biologique, l'ordinateur n'en a pas. Par contre, l'ordinateur est un peu piège parce que les techniques aujourd'hui de capteurs et d'intelligence artificielle permettent à des ordinateurs de capter l'apparence extérieure de nos émotions, mais sans les comprendre. On peut regarder les visages, voir si les gens s'ennuient, etc., voir si les gens sont heureux ou malheureux ou énervés, mais par contre on ne saura pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas lire dans le cerveau pour l'instant. Et puis dernier petit point assez basique, c'est l'agilité physique. Je vous rassure tout de suite, si vous avez un métier, si vous exercez un métier qui nécessite une certaine agilité physique, vous êtes protégé pour un certain temps. La raison est extrêmement simple, l'homme c'est 700 muscles. Un robot en général c'est entre 20 et 30 moteurs dans le meilleur des cas. Donc un robot n'aura jamais, avant très longtemps, l'agilité d'une personne avec ses 700 muscles. Genre le plombier qui remplace un siphon, qui doit mettre la main comme ça, le robot il est pas prêt de le faire, pour l'instant en tout cas. Et puis dernier point, c'est la dimension énergétique. On a un petit avantage sur les machines, c'est que notre source d'énergie, qui sont un mélange de glucides et de lipides, ont une densité énergétique qui de toute façon est 10 à 20 fois meilleure que celle des batteries. Donc en termes de longévité, on est meilleur. Alors qu'un robot, vous lui mettez une batterie, il tient 1 heure en moyenne. Alors sauf si vous branchez sur le secteur, mais s'il est sur le secteur, il ne sera pas autonome. Donc un robot autonome n'a pas l'autonomie d'un mammifère en général et de l'homme en particulier. Donc voilà, c'est juste pour histoire de relativiser les choses. Alors évidemment, ça progresse, hein. Ça va dans le sens vers la droite, mais ça va être poser un peu le débat. Alors, maintenant, quand vous êtes une entreprise, une start-up, la question qui se pose à plein de gens qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle et ses recoins, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment. Qu'est-ce qu'on fait avec, en fait? Eh bien, l'IA, en fait, ce sont fondamentalement 5 grandes composantes technologiques que presque tout le monde peut utiliser aujourd'hui, en tout cas dans le monde des ingénieurs et le monde des entreprises, et ils jouent chacun un rôle très différent. Premier élément, ce sont les systèmes qui existent depuis plus de 30 ans, qui servent à gérer le raisonnement. Ce sont des systèmes qu'on alimente avec des faits, avec des règles, avec du savoir, et qui sont capables de répondre à des questions complexes, pour faire de la maintenance, pour de la maintenance prédictive, pour détecter de la fraude dans les banques, et qui s'appuient sur des règles connues existantes. Après, il y a ce qu'on appelle le machine learning, qui lui exploite des données et essaye de trouver des règles en analysant les données, pour faire des prédictions, pour segmenter un marché,
pour prédire par exemple qu'un client va quitter un service et lui proposer une offre avant qu'il quitte le service. Toutes ces choses-là relèvent de la manipulation de données structurées en général. C'est des bases de données, qu'on extrait des bases de données de production des entreprises. Ça peut être aussi d'analyser des logs internet sur des serveurs web pour détecter des intrusions, par exemple. Donc tout ce qui analyse les données en volume, c'est du machine learning aujourd'hui, et c'est une technique qui est assez couramment utilisée depuis une dizaine d'années. Après, dans le machine learning, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les réseaux de neurones, qui, par biomimétisme, utilisent des techniques qui s'apparentent à la copie des neurones du cerveau et essayent d'imiter, de manière assez élémentaire d'ailleurs, le fonctionnement neuronal du cerveau. Alors, il y a des réseaux de neurones simples, qui par exemple permettent de faire des prédictions simples. On peut prédire le prix d'un appartement, prédire certains paramètres dans l'industrie avec des réseaux relativement simples. Mais le réseau de neurones, le type de réseau de neurones qui aujourd'hui fait parler tout le monde et qui occupe 90% de l'espace médiatique de l'IA, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Alors le deep learning, c'est un bon exemple de tromperie linguistique. Parce que le deep learning, traduit en français par apprentissage profond, ça vous donne l'impression que le truc il réfléchit profondément, alors qu'il ne réfléchit pas du tout. Ce sont des systèmes à base de réseaux de neurones qui sont capables de détecter des formes visuelles ou des formes linguistiques, mais qui les repèrent avec des méthodes probabilistes et statistiques, mais qui ne raisonnent pas du tout. Par exemple, un réseau de neurones qui reconnaît un chat, le reconnaît parce que statistiquement, une image de chat ressemble à d'autres images de chat, avec des méthodes probabilistes que je ne vais pas vous décrire, je n'ai pas le temps. Mais en fait, fondamentalement, ces systèmes-là ne savent pas qu'un chat, ça ronronne quand on met le doigt là, ça ne sait pas que quand on le caresse, il se met à dandiner, ça, il ne sait pas. Parce que le système de machine learning et de deep learning qui reconnaît le chat n'a pas une vision multisensorielle du chat. On pourrait la lui donner, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Donc, il y a une différence entre des systèmes probabilistes qui savent reconnaître des objets et les systèmes multisensoriels et ceux qui intègrent le raisonnement. Pour l'instant, c'est différent. Et puis, il y a un dernier élément qui intéressera ceux d'entre vous qui est ingénieur dans les entreprises, notamment dans les transports, c'est quand vous créez un robot, quand vous créez un chatbot, quand vous créez n'importe quel système complexe qui intègre du logiciel et des briques d'intelligence artificielle, vous avez besoin d'une colle. Vous avez besoin d'un outil d'assemblage. Et on appelle ça des réseaux d'agents. En gros, c'est l'équivalent du workflow dans les entreprises. C'est des systèmes qui sont capables d'assembler des briques logicielles et matérielles et qui vont permettre de construire des solutions, sachant que chacune des briques a, en général, une certaine dose d'autonomie. Elle a des entrées, elle a des capteurs, elle agit, et l'ensemble de ces agents travaillent entre eux pour créer un système complexe, plus sophistiqué. Et donc, voilà à quoi ressemble de l'IA. Donc, en fait, dans une entreprise, quand vous regardez l'IA au niveau de chacune de ces méthodes, c'est pas de la science-fiction, c'est du logiciel. Pour moi, l'IA, c'est une sorte de logiciel 2.0. Et il faut assembler ça. Il faut éviter de projeter sur ces IA des visions de la science-fiction, avec des robots qui vont nous tuer, avec des IA qui vont prendre nos métiers. C'est du logiciel qui étend les capacités de logiciel qui existaient jusqu'à présent. La grande question qui se pose d'ailleurs, c'est de savoir si un jour, on sera capable de créer des intelligences artificielles qui vont mélanger ce qu'on appelle l'IA symbolique qui gère le raisonnement et l'IA connexionniste qui est capable de gérer l'analyse des données. Alors j'ai une petite image pour vous montrer à quel point parfois on a du mal à comprendre à quoi ça correspond. Vous avez des enfants? Oui. Qui a des enfants en bas âge? Voilà. Donc comment vous apprenez à un enfant à traverser la rue? Vous lui tenez la main et vous lui dites, mon enfant, pour traverser la rue, il faut aller sur les passages coupés, il faut regarder à gauche, regarder à droite, vérifier qu'il n'y a pas de voiture, traverser au vert sur le piéton, et là tu traverses. Ok? C'est des règles, ça. Donc c'est l'IA symbolique. Maintenant, supposons que vous vouliez apprendre à des enfants à traverser la rue avec une IA connexionniste. Vous prenez 1000 enfants qui ne savent rien, vous les mettez aux Champs-Élysées, vous leur faites traverser la rue au hasard, vous regardez ceux qui survivent et ceux qui sont blessés, et en analysant les données, vous essayez de voir ce qu'ils ont fait. Et vous remarquez que ceux qui ont survécu, ils ont été sur le passage coupé, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, et vous en déduisez des règles. Tout ça pour dire que dans l'IA, soit on analyse les données quand on ne connaît pas les règles, et on trouve les règles en analysant les données, soit on connaît déjà les règles, et on les utilise. Et d'ailleurs, sans le savoir, il y a plein de gens qui font l'IA en programmant de manière tout à fait traditionnelle. Parce qu'en fait, quand on fait de la programmation structurée classique avec if-then-else, avec une programmation conditionnelle, en fait, on applique des règles. Et la grosse différence entre l'IA qui gère des règles et la programmation par règles classiques, c'est que dans le cas de la programmation, les règles sont dures,
Alors que dans la programmation avec de l'IA, l'assemblage des règles est compliqué et peut être géré de manière autonome par l'IA pour créer des solutions sophistiquées. Alors, exemple, vous avez maintenant des agents conversationnels à tire-larigot. D'ailleurs, vous en avez qui essayent de répondre à une vraie question qui est à la limite des deep tech et de l'éthique, qui est de savoir comment gérer la vie privée, optimalement des consommateurs, et comment aussi optimiser tout bêtement la consommation énergétique. Parce que quand vous parlez à un micro et qu'il envoie par les télécoms votre son à un serveur, et que le serveur mouline et il vous répond, ça consomme beaucoup d'énergie. Et en plus, vos données personnelles, si ça vient de caméra aussi, vont circuler sur Internet et donc potentiellement peuvent être interceptées. Donc c'est pas bon pour l'énergie, c'est pas bon pour la vie privée. Mais il y a des sociétés aujourd'hui qui essayent c'est les trois qui sont là, qui essayent de permettre aux objets de reconnaître votre parole en local sans passer par le serveur. Donc là, c'est un exemple intéressant qui mélange de la technologie, du logiciel, du matériel, une réflexion écologique et une réflexion sur la vie privée. Et donc, on est dans une sorte de deep tech éthique, si vous voulez. Alors, l'IA est partout. Je ne connais pas de secteur d'activité qui ne soit pas concerné. Si on prend l'agriculture, par exemple, il y a de plus en plus de robots agricoles. On utilise la reconnaissance de terrain par les satellites ou les avions pour choisir d'optimiser la diffusion d'engrais ou tout ce qui est hydration des terrains. Il y a tout un tas de solutions dans tous les secteurs d'activité. Alors, avec plus ou moins de degrés d'investissement des entreprises. Celles que j'ai mis en haut sont celles qui investissent le plus aujourd'hui, mais toutes les autres investissent sur le sujet. L'informatique quantique, c'est mon dada en ce moment. J'en fais des conférences et des formations, donc je ne vais pas vous décrire ça en détail, mais juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui réfléchissent depuis une trentaine d'années à la capacité, avec des ordinateurs dits quantiques, de résoudre des problèmes qui ne seront jamais accessibles à des ordinateurs existants, même avec des supercalculateurs aussi grands soient-ils. Les problèmes, j'en ai mis quelques-uns ici. C'est l'optimisation de parcours complexes, typiquement pour le parcours des véhicules autonomes, quand ils seront tous autonomes. C'est la capacité à simuler le fonctionnement des atomes dans des molécules, dans la matière inerte, pour créer par exemple des batteries du futur, ou dans la matière vivante au niveau biologique, avec des protéines, des enzymes, des polypeptides, dont on a besoin de simuler le fonctionnement dans le logiciel pour inventer de nouvelles thérapies. Toutes ces choses-là sont impossibles pour les ordinateurs traditionnels, et deviendront possibles pour des ordinateurs quantiques un jour, peut-être, on ne sait pas quand. Je précise qu'on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, qui bossent très sérieusement sur le sujet, et qui vont permettre à faire en sorte que la résolution des problèmes que je viens d'évoquer, au lieu de nécessiter des temps de calcul qui sont supérieurs à la durée de vie de l'univers, ce qui est un petit peu long du point de vue pratique, de rendre ça plus pratique, c'est-à-dire réglable en minutes, secondes, heures, journées, même mois dans certains cas. Si on est capable de découvrir une nouvelle protéine pour traiter une maladie grâce à une technologie comme ça et qu'on rend l'échelle de temps raisonnable par rapport à une échelle de temps complètement déraisonnable, ça devient extrêmement intéressant. Alors tout ce que je vous raconte là, ça mobilise un nombre d'entreprises absolument dingues dans le monde, y compris les fameux GAFA, donc en tout cas Google, Microsoft, IBM, Intel, qui s'intéressent beaucoup au sujet, quelques startups américaines et canadiennes. En France, vous avez surtout Atos. Je vous ai mis ici une sorte de portrait robot des laboratoires de recherche d'un côté et des entreprises privées de l'autre, qui travaillent sur les couches matérielles et les couches logicielles de cette nouvelle révolution numérique qui se prépare. Sauf que tout ce que je vous raconte là, ça pourrait ne pas marcher. Si ça marche, ça sera entre dans 10 ans et dans 40 ans. Donc il y a une énorme incertitude scientifique et technologique pour que ça puisse marcher. Et c'est exemplaire en termes d'innovation. Les gens qui innovent, c'était le cas pour aller sur la Lune avec Kennedy dans les années 60 aux États-Unis, les gens qui innovent sont des gens qui sont capables de se donner les moyens, de faire des paris technologiques, des paris scientifiques, souvent à l'échelle des États, qui relèvent de l'impossible, pas du facile et du possible. Et donc heureusement que nous avons, notamment via la recherche publique qui est à gauche ici, comme au CEA par exemple, des gens qui réfléchissent à ces sujets-là pour investir sur le futur. Et le jour où ça marchera scientifiquement, les entrepreneurs pourront prendre le relais et créer des solutions avec. Dernier point, le rêve du véhicule autonome. Eh bien, on aimerait bien avoir une Kite, je ne sais pas si vous connaissez Kite de K2000, pour ceux qui connaissent la série. On aimerait bien avoir les voitures qui ont Minority Report ou iRobot. C'est des voitures, on rentre dedans, elles font tout ce que vous voulez, et il n'y a pas d'accident normalement, sauf quand les robots prennent le contrôle de l'ensemble. Eh bien, à l'origine, c'est le même topo pour l'ordinateur quantique. À l'origine, vous avez la DARPA, qui est le bras de la R&D du Pentagone américain,
qui décide, il y a 14 ans, de lancer un concours de recherche pour des chercheurs et des entrepreneurs et des chercheurs dans les universités américaines pour créer des véhicules autonomes. Et donc, ils en font un tous les ans entre 2004 et je ne sais plus quand. Et les premières personnes qui ont répondu, il faut savoir que la première voiture autonome qui a répondu à ce concours, elle roulait à peine 10 à 30 secondes pour éviter des obstacles. Aujourd'hui, on sait faire un trajet de plusieurs dizaines de minutes de manière entièrement autonome. Donc là, on a eu un progrès absolument extraordinaire. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi à 14 ans à se lancer dans des projets complètement délirants et qui aujourd'hui commencent à payer puisqu'on commence à avoir des véhicules semi-autonomes, autonomes. Bon, la grande question qui se pose, c'est les capteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a plein de boîtes qui travaillent là-dessus, y compris des boîtes françaises. Je passe parce que je n'ai pas le temps. Et surtout, le problème qui va se poser pour les États et pour les villes, c'est de savoir à quelle vitesse on va adopter ce genre de technologie. Est-ce qu'on l'adopte lentement, progressivement, ou est-ce que, de manière plus radicale, on se dit, bon, bah, on va les mettre plus rapidement dans les villes? Alors moi, j'ai une proposition à faire, que j'ai déjà faite au gouvernement. Ils ont dit oui, pourquoi pas. Moi, j'ai une proposition qui est de faire un appel d'offres, piloté par l'État, qui proposerait à des villes de taille intermédiaire, donc je dirais entre 5 000 et 30 000 habitants à peu près, pour être candidat à devenir des villes où il n'y aurait que des véhicules autonomes, utilitaires et véhicules personnels. Alors, les vélos ne seraient pas autonomes. Ce serait un truc à tester parce que on sait que les véhicules autonomes, s'ils sont bien gérés, vont gérer moins d'accidents, quelles que soient les vitesses d'ailleurs, 80 ou 90, que des véhicules conduits par des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont irrationnels, ne respectent pas le code de la route, prennent des risques, les machines, elles respectent des règles, et elles sont kikines pas. Elles respectent les règles, elles sont carrées. Et donc peut-être qu'on va se rendre compte, en France ou ailleurs, qu'en choisissant d'expérimenter ce genre de technologie, on va améliorer la qualité des gens, on réduira le temps dans les embouteillages, il y aura la sécurité, et ça sera tout bénéfique pour la société, si toutefois les entreprises françaises investissent technologiquement pour avoir leur part du gâteau. Parce que si nous ne sommes qu'utilisateurs de ces technos et que la technologie vient d'Allemagne, de Chine, du Japon, des États-Unis, on sera perdant. Dans toutes les petites tech, il faut être à la fois consommateur et producteur, sinon c'est pas bon. Alors il y a plein de gens. Dans les Français, il y a Valeo, il y a Forestia. J'espère que Michelin s'intéresse à la question au moins sur la partie de son expertise. Il y a des expertises dans les télécoms. Il faut savoir que la 5G, il y a Alcatel derrière, même si c'est le cas. Et il y a des gens qui travaillent dans les labos chez nous pour faire en sorte que la 5G soit utilisable par les véhicules. Alors derrière, avec le véhicule autonome, nous sommes face à ce que j'appellerais une méta-deep tech. Pourquoi une méta-deep tech? Parce qu'en fait, nous avons une deep tech qui est liée au véhicule et qui a un potentiel de disruption, de changement d'un très grand nombre d'industries, de manière indirecte. Si vous avez moins d'accidents corporels, les assurances vont leur modèle économique changer. Si vous avez des véhicules qui seront peut-être plutôt souvent loués que personnels, il y aura moins de véhicules personnels chez nous, il y aura plutôt des entreprises de services qui vont, comme Uber le fait avec les vrais conducteurs, vous louer des véhicules que vous commanderez avec le téléphone. Et vous serez peut-être plus intéressé à avoir des véhicules de ce type-là dans 80% des cas, parce qu'ils seront plus rapidement disponibles que votre véhicule personnel. J'ai pris quelques exemples ici. Vous avez en fait tout un tas de choses qui vont changer. Le bâtiment va changer, la manière de construire les immeubles, que ce soit des HLM ou des bureaux, la manière de gérer l'accueil en bas de l'immeuble, la manière de gérer la voirie dans les villes. Tout ça, alors on va s'étaler sur 40 ans. Là, on va se faire du jour au lendemain. Les villes, ça change ce qu'on appelle la smart city. Mais voilà un exemple de technologie qui va améliorer la vie des gens potentiellement, si c'est bien mis en œuvre, et qui va transformer tout un tas d'industries en parallèle, mais sur une période de temps qui est très longue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée des opportunités. Ça crée des opportunités pour les innovateurs. Les gens qui vont juste suivre, qui ne vont pas en tirer parti, les gens qui vont être les premiers à innover dans ces domaines-là, et en ciblant les marchés mondiaux, auront une meilleure capacité à en profiter d'un point de vue macroéconomique. Donc voilà, c'était mon propos. Je vous ai brossé un tableau assez riche de ce que représente une deep tech. Il y a un très grand nombre de possibilités, soit d'en créer, soit de les exploiter au bon moment. Donc ici à Clermont-Ferrand, il y a plein d'entrepreneurs dans tout un tas de domaines, même si ce ne sont pas forcément des entrepreneurs qui viennent de laboratoires de recherche et de tech, il faut qu'ils se posent la question de savoir finalement, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, que va m'apporter la 5G, que m'apporteront les technologies d'IA, comment je peux les exploiter pour avoir une solution qui est compétitive au moment de la sortie. Et pas être juste la 15e solution du même genre, qui malheureusement s'y arrive souvent dans l'entrepreneuriat,
Donc comment je peux être différencié en ayant le bon time to market, je veux dire en français, comment faire en sorte qu'on ait la solution qui sera compétitive au bon moment sur le marché. Donc l'opportunité est là. Je ne vais pas vous faire croire que ça s'appelle Tic Tech dans l'entrepreneuriat. Heureusement, les technologies traditionnelles ont encore besoin d'aide. Mais je pense que si on veut être compétitif par rapport à nos collègues occidentaux ou asiatiques, il faut vraiment qu'on se pose la question. Il faut vraiment qu'on soit meilleur que nous sommes aujourd'hui. Sinon, nous serons comme certains colonies numériques des Asiatiques et des Américains. Il faut qu'on se prenne notre sort en main dans ces technologies-là et qu'on le fasse pour le bien de chacun, du citoyen, du consommateur, de l'humanité de manière générale. Je vous remercie. Alors, on a encore 5 minutes pour une ou deux questions. Voilà, donc si des gens ont des questions en réaction à l'intervention d'Olivier. C'était juste une question très basique. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique? Je n'ai pas expliqué. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise des mécanismes physiques difficiles à comprendre et à expliquer, qui s'appuie sur ce qu'on appelle la superposition d'états quantiques. C'est la mécanique quantique, c'est compliqué. En gros, le principe de base, c'est que c'est un ordinateur qui est capable de tester plein de combinatoires en même temps. En gros, quand on travaille sur un ordinateur classique, il est capable de faire des modifications à la queue leu, mais il les fait de manière sérialisée, chacune l'une après l'autre. L'ordinateur quantique, il a cette caractéristique un peu magique de faire plein d'opérations en même temps, mais dans des proportions délirantes. Il peut faire des milliards d'opérations en même temps, mais le problème c'est que c'est compliqué, ça nécessite de revoir complètement les mathématiques et les algorithmes, mais ça permet de résoudre les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Moi je vous ai donné plutôt à quoi ça sert, l'explication du à quoi ça sert plutôt que comment ça marche. Parce que comment ça marche, il faut 2 ans de mécanique quantique et m'écouter pendant au moins 2 à 3 heures, et même avec ça vous n'avez pas sûr d'avoir compris. Je préfère vous dire à quoi ça sert, parce que c'est plus rapide quand même. Voilà, pour répondre rapidement. Et en one-to-one, je peux vous expliquer plus en détail. Merci Olivier. Dernière question. Quand est-ce qu'on mange, quand est-ce voilà. qu'on boit? Alors, vous avez pas mal parlé de tout ce qui est IA, et je vais retrouver les termes IA faible et IA forte. Je pense que ça vous évoque quelque chose. Bien sûr, oui. Un petit peu d'émotion. Est-ce que la recherche va s'orienter vers tout ce qui est IA forte, ou juste IA faible peut suffire? Et l'IA forte risque peut-être d'émaner d'elle-même. Ce qu'on appelle l'IA forte, c'est le point d'interrogation que j'ai mis au milieu en fait. Alors j'ai pas mis l'appellation américaine qui est AGI, qui veut dire Artificial General Intelligence, mais qui pour moi est un mythe en fait, cette espèce de truc bizarre, qui serait cette espèce d'intelligence universelle capable de tout faire. La réalité, c'est que ce qu'on appelle l'IA, ce qu'on appelle le logiciel, c'est un mélange de choses où la machine est déjà meilleure que nous, d'autres domaines où elle est beaucoup moins bonne que nous, et nous on est entre les deux. Mais imaginez une espèce d'IA qui ressemble à l'identique à l'homme, c'est une vision qui est extrêmement anthropomorphique, et en fait elle est extrêmement biaisée. Elle est biaisée par nos propres biais cognitifs. Je pense que l'IA du futur ne sera pas anthropomorphique, je pense que l'IA du futur, d'ailleurs l'IA du présent est déjà meilleure que nous dans plein de domaines, ça ne nous empêche pas de dormir pour autant. Il y a des cas de figure où elle n'est pas aussi bonne que nous, pour des raisons d'ailleurs plus physiologiques et physiques, comme l'histoire des moteurs et des muscles, que pour des histoires d'intelligence brute. En termes de mémoire, on est déjà dépassé de toute façon. Donc en fait, la capacité de l'intelligence humaine, c'est son côté flexible, son côté créatif, son côté débrouillard, son côté lié au raisonnement par analogie, que pour l'instant les systèmes cognitifs ne savent pas bien faire. Par contre, ce qui est important pour nous, Homo sapiens, c'est de connaître ces outils-là, de savoir exploiter le savoir existant, de savoir utiliser tout ça pour être créatif et préserver notre employabilité dans le futur. Donc, il est beaucoup plus important de connaître les outils, de savoir les exploiter, que d'avoir peur des outils, de manière générale. Alors les GI, il y a quand même des boîtes qui travaillent dessus. Il y a des boîtes comme Numenta, comme TeamPy, qui est une filiale de Google, qui essayent de créer cette espèce d'intelligence générale, mais c'est pour moi après l'ordinateur quantique, en exagérant un peu, c'est très très long terme. À supposer que ça serve à quelque chose. Bien, merci beaucoup Olivier, n'ayons pas peur du futur. Exactement. On a déjà eu beaucoup d'évolutions. Ayez confiance, c'est un peu ça le message. Bravo, on peut applaudir Olivier pour